Chers amis, chers collègues, bonjour. Nous sommes contents ici de se retrouver ce matin. Ça va être des séances très studieuses, très profitables. Mais avant de débuter cette séance, permettez-moi de remercier au nom de mes collègues modérateurs et tous les membres de la presse, de remercier Madame le professeur Ayn Serhan, présidente du Congrès et présidente de l'Association des médecins de l'appareil respiratoire de la faculté de médecine d'Agadir, pour l'invitation. Je remercie à travers elle tout son staff, des médecins, des assistants, des collègues, pour ce beau programme qu'ils ont préparé pour nous, un programme pratique et très enrichissant, animé par des professeurs de haut niveau qui sont venus partager avec nous leur expérience. Je fais allusion à Mme Chakir qui vient de l'Université de Laval de Québec. Je fais allusion à des collègues et professeurs qui viennent de Belgique, de la France et d'autres régions du Maroc. Et tout à l'heure aussi un représentant de l'équipe de Marrakech, le professeur Boujlouni. Je vous remercie infiniment pour ce travail que vous avez fait avec joie, avec cœur, pour pouvoir se réunir avec les collègues, les amis et partager leur expérience dans une atmosphère amicale, conviviale. Et sans trop tarder, je donne la parole à Madame Maki. Merci beaucoup, Sil Alaoui. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée de la deuxième édition du Congrès international des maladies respiratoires de la région Souss-Massa. À mon tour de remercier le comité d'organisation et à leur tête mon ami professeur Sahan pour leurs efforts, pour la qualité de l'organisation et je leur souhaite une très bonne continuation. Alors sans trop tarder, je vais donner la parole à professeur Touvasso, qui est chef de service de pneumologie à Lyon, pour nous parler des phénotypes de l'asthme et de l'asthme personnalisé et surtout donc les répercussions sur les stratégies thérapeutiques. À vous, professeur. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. Je suis très content d'être au Maroc, à Agadir avec vous. Ça me change de la grisaille lyonnaise. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler, puis on pourra échanger de phénotypes dans l'asthme sévère et de l'impact que ça peut avoir sur le choix thérapeutique avec les biothérapies qui ont beaucoup révolutionné la prise en charge de l'asthme. Voici mes liens d'intérêt parce que je participe depuis longtemps, on va dire, à la mise en place de nouvelles stratégies en asthme sévère et maintenant en BPCO. C'est qu'on a beaucoup de biologiques qui sont en cours d'investigation dans ce domaine, ce qui explique la liste des liens d'intérêt. Cette diapo introductive, c'est pour qu'on parle tous de la même chose, pour qu'on parle d'asthme sévère. Là, vous voyez, vous avez 60% des asthmes tout venant qui sont... il faut que je me mette sur le... C'est mieux comme ça. Vous voyez que vous avez 60% des asthmes tout venant qui sont non contrôlés. Et notre travail de pneumologue, quand on a affaire à ce type de patient, c'est d'éliminer ou de prendre en compte les diagnostics différentiels, les comorbidités, les problèmes d'observance thérapeutique, de mésusage des médicaments, les facteurs aggravants. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. On estime qu'en général, ça doit prendre au moins 1 an de travail. Et pour une petite fraction de ces patients non contrôlés, au bout du chemin, on arrive à un diagnostic d'asthme sévère. Et cet asthme sévère, ça représente que 3 à 5% des asthmes au total. Alors dans une population générale, c'est beaucoup de patients, puisque vous savez que la prévalence de l'asthme, c'est de 6 à 8%, donc 5% de 8% d'une population générale, c'est quand même beaucoup de malades. En termes thérapeutiques, alors je vais marquer le GINA 2021, on pourrait marquer le 22, le 23 ou le 24, c'est pareil.
On a, pour ces asthmes sévères, à notre disposition des traitements inhalés qu'on utilise à posologie maximale. Ce sont des corticoïdes inhalés, ce sont des anticholinergiques longue durée d'action, des bêta-2 mimétiques longue durée d'action. Et on le voit en petit, je ne sais pas si vous pouvez le voir d'où vous êtes, on a pour des patients éligibles aujourd'hui à notre disposition 5 biothérapies, l'anti-IgE, l'omalizumab, l'anti-L5, le mépolizumab ou le reslizumab, l'anti-L5 récepteur, le benralizumab, l'anti-L4 récepteur, le dupilumab, et le dernier, l'anti-TSLP, qui est le tezepelumab. Chose importante, je le dis à chaque fois que je parle sur l'asthme sévère devant des pneumologues, c'est la disparition dans le GINA de la corticothérapie orale au long cours. Ça, c'est important, c'est-à-dire que nous, prescripteurs, quand on a envie de mettre un corticoïde oral au long cours, il faut toujours qu'on se pose la question, est-ce que je n'ai pas une alternative pour ce patient, compte tenu des effets secondaires que l'on connaît des corticoïdes oraux. Alors pour rentrer dans la problématique du phénotype, moi je montre souvent cette couleur des yeux différente qui fait effectivement rapidement penser à des sous-groupes. Ici, c'est surtout de la sous-groupe des couleurs des yeux, parce que ça n'a pas tellement d'autres impacts. Pour l'asthme, évidemment, c'est moins évident. Quand vous croisez un asthmatique à votre consultation, connaître son phénotype simplement en le regardant, ce n'est pas simple. D'autant que la maladie asthmatique est une maladie hétérogène. C'est quelque chose qui est bien écrit maintenant dans nos recommandations depuis au moins 2014. Et cette hétérogénéité, elle a été mise en évidence et maintenant elle est acceptée. Et vous voyez que les définitions qu'on utilise, qu'elles soient cliniques ou fonctionnelles respiratoires, sont extrêmement variées. On n'a pas simplement la réversibilité post-bêta-2 mimétique classique après bêta-2 longue durée d'action. On a beaucoup d'autres situations qui permettent de retenir des situations d'asthme. Pour parler d'hétérogénéité de sous-groupes de patients, j'aime bien montrer aussi cette diapositive. C'est une vieille diapo, mais qui vous montre que quand on est asthmatique, eh bien, on va répondre différemment à certains traitements. La majorité des patients ici sont des répondeurs à la fluticasone. Et vous avez un petit groupe de patients ici qui sont répondeurs de façon plus importante aux antileucotrienes. D'accord ? C'est peu de patients, mais ça vous montre l'hétérogénéité de la pathologie asthmatique. Certains très sensibles aux corticoïdes inhalés, d'autres aux antileucotrienes ici. Et on peut différencier ces groupes de patients en termes de réponse thérapeutique par leur phénotype biologique. Les patients qui sont répondeurs à la fluticasone ont des taux de NO bronchiques beaucoup plus élevés que les autres. Alors phénotype, de façon simple, qu'est-ce que c'est le phénotype ? Ce sont les caractéristiques observables d'un individu. Alors là, j'ai remis la couleur des yeux. Et puis on parle aussi parfois de phénotype clinique. Phénotype clinique, c'est une caractéristique observable avec une importance clinique. Et pour fixer les idées, j'ai mis ici la vision des couleurs. Alors moi, j'ai été élevé, j'imagine que les plus âgés d'entre vous aussi, ont été élevés en termes de phénotype de manière très ancienne à l'asthme extrinsèque et l'asthme intrinsèque. Mes maîtres me parlaient comme ça quand j'étais interne en médecine. Et l'asthme extrinsèque, c'était un asthme à début précoce avec de l'atopie, des triggers antigéniques, une histoire familiale et personnelle allergique. Puis tout le reste, des patients plus âgés, des patients qui n'avaient pas d'atopie, pas d'antécédents allergiques, familiaux ou personnels, pas de biomarqueurs disponibles, on disait qu'ils étaient intrinsèques. Et pendant longtemps, on a tous travaillé avec ce concept qui a été publié en 1947, jusqu'à ce qu'on se rende compte dans la fin des années 90, début des années 2000, qu'en termes de physiopathologie, ces asthmes étaient très proches et partageaient notamment des cytokines communes. Et donc ce concept est tombé. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne parle plus du tout d'asthme extrinsèque et intrinsèque, alors que c'était un principe très, très établi. Les phénotypes sérieux, ils ont commencé à être identifiés dans les années 90, des phénotypes qui sont assez classiques, mais qui sont, à mon avis, très importants. Le premier à gauche, c'est l'asthme avec exacerbation fréquente. Et le meilleur déterminant de l'exacerbation fréquente, on le connaît depuis les années 90, c'est un papier de Pascal Chanez à Marseille, qui avait montré que les asthmatiques sévères avaient beaucoup d'éosinophiles dans leurs bronches. Et là, vous les voyez dans une biopsie bronchique, ce sont les taches roses que l'on voit dans la muqueuse bronchique. Puis le deuxième phénotype qu'on voit souvent aussi en clinique, peut-être un peu moins souvent, sont des asthmatiques qui ont une obstruction bronchique fixée.
Alors ça, c'est un peu difficile d'un point de vue intellectuel, parce qu'on a tous appris que l'asthme était réversible spontanément. On a une population d'asthmatiques qui ont une obstruction bronchique fixée, et pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose en termes d'amélioration du souffle. Et d'un point de vue anatomopathologique, on voit des anomalies, des fibres élastiques, avec des détachements, notamment ici des attaches alvéolaires sur la paroi des bronchioles. Dans les années 90, il y a eu aussi beaucoup de tentatives de phénotypage des patients, d'essayer de faire des sous-groupes de patients. Alors vous voyez ici, c'est pourtant des sociétés très au point qui ont mis en place ce genre de choses. C'est l'ATS, c'est l'ERS. Et ils ont essayé de proposer 9 phénotypes, 5 qui sont des phénotypes qui dépendent de triggers déclenchant les exacerbations, allergiques, virales, aspirine, etc. Et vous aviez ici 3 phénotypes cliniques, ici des asthmes précoces chez l'enfant, d'autres avec exacerbation fréquente, d'autres avec obstruction bronchique, comme je vous l'ai dit, et puis un 9e qui était plutôt biologique, avec la présence d'éosinophiles et de neutrophiles. Quand on regarde cette diapositive, on comprend rapidement que ça ne tient pas vraiment la route, parce qu'on peut effectivement avoir un asthme qui s'aggrave lorsqu'on rencontre un acarien ou un virus, puis cet asthme peut avoir débuté dans l'enfance, il peut être associé à une obstruction bronchique fixée, et puis peut-être, pourquoi pas, neutrophilique. D'accord ? Donc on voit qu'en fait, ces phénotypes ne sont pas très réalistes. Les phénotypes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très caché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on rencontre un asthmatique dans son cabinet de consultation ou à l'hôpital, eh bien, ce n'est pas en discutant avec lui forcément qu'on a une idée de son phénotype. Et aujourd'hui, pour dégager le phénotype biologique, eh bien, on est obligé de s'aider de biomarqueurs. Biomarqueur, c'est un mot un peu pompeux parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'outils. On a quoi ? On a quelque chose qui est très important, c'est l'histoire allergologique. Ça, il faut absolument qu'on garde l'habitude, en tant que pneumologue, de faire un interrogatoire correct et de faire les évaluations nécessaires. On a l'hémogramme, et l'éosinophilie, c'est très important. J'en profite pour dire qu'il ne faut pas se contenter d'une éosinophilie absente, il faut multiplier les prélèvements pour essayer de trouver un phénotype T2. C'est important pour les patients parce que ceux-ci auront plus d'options thérapeutiques. Et puis, on a la fraction exhalée du monoxyde d'azote. Au Maroc, je ne sais pas, mais en France, ce n'est pas très déployé parce que ce n'est pas remboursé. Et donc, il y a quand même un problème d'accès à ce biomarqueur qui est pourtant intéressant. Au-delà des phénotypes dont je viens de vous parler, le Graal, c'est d'arriver à mettre en place ou découvrir un endotype. L'endotype, c'est de comprendre les mécanismes physiopathologiques qui expliquent le phénotype biologique et le phénotype clinique. Pour être très honnête, aujourd'hui, les endotypes, on ne les connaît pas très bien. On connaît l'endotype allergique, c'est probablement le mieux compris de tous. Après, quand vous avez l'identification d'une éosinophilie sanguine chez un asthmatique, en connaître les mécanismes physiopathologiques, c'est loin d'être clair. Donc l'endotype, c'est un mot intéressant, mais peut-être à conserver pour le futur. Alors quand on parle de phénotype aujourd'hui, on parle volontiers d'un phénotype qu'on appelle T2 ou non T2. C'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. Et pour rentrer dans ce concept-là, j'aime bien montrer cette diapo qui est ancienne, mais qui, je pense, introduit bien le propos. C'est une étude qui a été faite chez 42 asthmatiques, alors légers à modérés, ce ne sont pas des asthmatiques sévères, et 28 sujets sains non asthmatiques. Et ils ont regardé sur de l'épithélium bronchique chez ces asthmatiques et ces sujets sains, l'expression d'ARN messager inductible par l'interleukine 13. L'interleukine 13, c'est une cytokine, vous le savez, qui est T2, qui permet notamment la production de mucus par l'épithélium bronchique. Quand ils regardent l'expression de ces ARN messagers par les cellules épithéliales, on voit 3 groupes de couleurs. Enfin, de ma place, je les vois bien, de la vôtre aussi, je crois. En rouge, vous avez le groupe de patients asthmatiques, enfin une partie des asthmatiques, qui expriment fortement ces ARN messagers qui sont codants par l'interleukine 13. Vous avez un groupe d'asthmatiques ici en bleu clair qui n'expriment pas ces ARN messagers. Donc d'emblée, vous voyez comme le nez au milieu de la figure, on a 2 groupes phénotypiques biologiques au sein d'une population d'asthmatiques modérés. Et vous avez ici le groupe de patients de contrôle sain qui n'expriment pas non plus ces ARN messagers.
Ce qui est intéressant au sein de cette population asthmatique, eh bien, c'est de regarder les évaluations, cette fois-ci cytokiniques et inflammatoires plus classiques. Vous voyez que le groupe rouge, un asthmatique, exprime aussi beaucoup l'interleukine 13, beaucoup l'interleukine 5, qui sont deux cytokines très importantes dans le phénotype T2. Et ce groupe d'asthmatique T2, eh bien, c'est celui aussi qui exprime le plus les IgE totales et le plus d'éosinophiles dans le sang et également dans le lavage broncho-alvéolaire. Dans les années 2012, je pense que vous avez tous vu ce diagramme, c'est le diagramme de Sally Wenzel, qui a essayé pour nous aider et pour essayer de mettre nos idées en place, de sectoriser les asthmes dans deux groupes principaux, établis en fonction de l'âge de début de la maladie et de leur sévérité. Vous avez ici une première bulle, la bulle rouge, qu'on appelait à l'époque des TH2, qui regroupe des asthmes allergiques, des asthmes exacerbés par l'activité physique, des asthmes avec hypersensibilité à l'aspirine, aux AINS, et puis un groupe que l'on voit pas mal en consultation, en tout cas pour ce qui me concerne, des asthmatiques avec une éosinophilie sanguine qui débute souvent tardivement, avec plutôt des patients que des patients. Et puis un deuxième groupe ici de non-TH2, qui regroupe des patients obèses, des patients qui ont fumé, des patients qui ont une inflammation peu marquée, granulocytique, et souvent, pour certains d'entre eux, qui débutent tardivement. Vous voyez que les deux bulles ont une taille relativement proche. En fait, dans la pratique, dans la vôtre, j'imagine, les patients non T2 ou non TH2 représentent beaucoup moins de patients. C'est peut-être 5 à 15% des patients. La réalité T2, non T2, on s'en sert tous les jours, mais moi j'aime bien aussi montrer que c'est une réalité qui est extrêmement complexe. Vous voyez ici le groupe total des patients T2. En fonction des marqueurs que vous utilisez, vous avez une facilité plus ou moins importante à les reconnaître. Imaginez que vous n'ayez à votre disposition que l'éosinophilie sanguine. Ça, c'est pas mal parce qu'on le retrouve dans pratiquement toutes les cases. Mais si vous avez des marqueurs autres qui sont moins importants, c'est parfois difficile. Vous voyez que vous n'avez que 25% des patients qui ont une positivité pour l'éosinophilie, le phéno et l'allergie. Et je vous laisse regarder les différents autres sous-groupes qui sont moins riches en biomarqueurs, avec 1 ou 2 biomarqueurs. Eh bien, les populations sont en général moins importantes. C'est un argument fort pour dire qu'on a besoin du maximum de biomarqueurs pour essayer de prendre en charge nos patients et de les phénotyper correctement. Quelque chose qui est aidant et qui ne coûte pas cher, c'est l'analyse des comorbidités. Vous avez la rhinite allergique, par exemple, la présence de polypes dans le nez ou de dermatite atopique, qui sont des marqueurs T2, des comorbidités T2. Et quand elles sont présentes, on a quand même pas mal de chances d'avoir des asthmes T2, avec des asthmes qui sont plus exacerbateurs que les autres. Une autre façon, mais ça c'est a posteriori, c'est de montrer que le phénotype T2 est important et que la polypose est importante dans le phénotype T2. Ici, c'est une exploration avec le dupilumab qui vous montre que les patients asthmatiques sévères qui ont en plus une polypose répondent davantage au dupilumab que les patients sans polypose en termes de réduction des exacerbations de leur maladie asthmatique. La réalité T2 est complexe aussi parce que, en fonction de l'état clinique, les marqueurs sont plus ou moins visibles. Ici, vous avez une population qui a un asthme stable en dehors de toute exacerbation et vous avez simplement 17% de la frange de ces asthmatiques qui expriment une éosinophilie sanguine. Si vous prenez le même groupe de patients en moment d'exacerbation, vous avez jusqu'à 50% des patients qui ont une éosinophilie sanguine significative. C'est un élément, comme je vous le disais tout à l'heure, important pour essayer de multiplier les prélèvements biologiques pour essayer de faire la lumière sur la présence d'une éosinophilie sanguine. C'est également complexe parce que la pression thérapeutique, elle modifie le phénotype inflammatoire. Vous avez ici des patients pour lesquels on a, de manière expérimentale, réduit puis arrêté les traitements inhalés pendant 1 mois. Et vous voyez que la proportion de patients avec une éosinophilie est alors de 66%. Les corticoïnhalés, ce n'est pas un scoop, ça réduit les éosinophiles, ici dans l'expectoration, mais aussi dans le sang, peu importe.
Et quand vous avez des patients pour lesquels on reprend la corticothérapie inhalée, eh bien, vous avez une réduction du pourcentage de patients qui expriment une éosinophilie. Ça, c'est simplement pour vous montrer que l'éosinophilie, c'est un marqueur important en termes de phénotype, mais également, en fonction de son importance, elle vous prédit la capacité d'exacerbation. Plus un patient est éosinophile, plus il a un risque d'exacerbation, plus il a un risque de mauvais contrôle de sa maladie asthmatique. Vous avez probablement vu cette publication, elle date de nombreuses années, elle essaye de mettre en lien le phénotype clinique et le phénotype biologique. Et c'est vrai que chez la majorité des patients, c'est cette bulle centrale, eh bien vous avez une bonne concordance entre des symptômes et l'inflammation éosinophilique. Et en général, on ajuste la prise en charge thérapeutique en fonction des symptômes et ça suffit. Mais vous avez une proportion de patients qui est très inflammatoire et peu symptomatique, et puis une population qui est peu inflammatoire et très symptomatique pour laquelle les corticoïnhalés ont probablement beaucoup moins d'intérêt. Une autre notion qui est très importante quand on fait de l'asthme sévère et qu'on s'occupe des phénotypes, c'est le constat que le phénotype change avec le temps. Le phénotype que vous avez aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas celui que vous allez retrouver probablement dans 6 mois, dans 1 an ou davantage. On a montré dans cette publication que vous aviez 50% des patients qui modifiaient leur phénotype en 1 an. Ça peut expliquer des modifications dans la réponse au traitement. Donc il faut savoir multiplier les prélèvements, les répéter quand vous êtes en difficulté clinique. Le phénotype T2, je ne vous en parlerai pas beaucoup parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'infos à son sujet. On dit non T2 d'ailleurs, on ne dit pas phénotype avec un nom particulier, c'est une image en miroir. C'est tous les patients pour lesquels vous n'avez pas d'identification d'éosinophilie, pas d'identification de problèmes allergiques ou atopiques, et pas de NO élevé, pas de polypose, pas de dermatite atopique, pas d'œsophagite éosinophile. On les met dans un groupe à part. Et c'est un peu décevant parce qu'en termes thérapeutiques, aujourd'hui, on n'a quand même pas énormément d'options thérapeutiques. Mais je vous en reparlerai. Donc on nous montre souvent ce schéma pour nous expliquer comment ça marche en termes physiopathologiques. C'est probablement une vue de l'esprit, parce que c'est probablement pas si simple que ça. On a des voies d'inflammation qui sont souvent multiples, redondantes. Et là, c'est simplement pour comprendre et pour essayer de mettre nos patients dans un cadre. Vous avez évidemment ici les asthmes T2, les asthmes allergiques, je ne vais pas revenir sur les mécanismes, et puis des asthmes qui sont purement éosinophiliques ou qui partagent une éosinophilie aussi avec des mécanismes allergiques, qui sont sous la dépendance pour ces derniers non allergiques de cellules qu'on appelle les ILC2. Je vous montre simplement ici l'importance aujourd'hui de plus en plus importante de ce qu'on appelle les alarmines, qu'il s'agisse d'interleukine 33, d'interleukine 25 ou de TSLP, qui sont capables d'induire l'inflammation par différentes boucles de régulation, qu'il s'agisse de mécanismes allergiques ou non allergiques d'ailleurs. Et ces alarmines, elles sont mises en place par des stimulations très diverses, allergéniques, virales, des polluants, etc. Et puis vous avez ce petit groupe de patients non T2, je dis petit parce que c'est 5 à 15% de la population, avec des inflammations qui sont plutôt neutrophiliques ou lymphocytaires Th17 et pour lesquels on a peu d'options thérapeutiques aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces phénotypes qu'on a explorés, qu'on a découverts? Ça nous sert surtout aujourd'hui à mettre en place des biothérapies. Et vous voyez ici, j'ai pris la publication Princeps avec Innovate, avec l'omalizumab versus placebo. C'est une population qui est relativement bien décrite en termes atopiques, en termes de positivité de tests cutanés, d'IgE spécifiques. On n'a aucune notion dans ce papier d'éosinophilie sanguine. Et vous voyez que dans ce contexte d'asthme sévère allergique, eh bien, vous avez une réduction des exacerbations à l'époque, ce n'était pas énorme, c'est 26%. Et quand on regardait les réductions des exacerbations sévères, on était plutôt à 50%. 50%, c'est pas mal, mais ce n'est pas 100%. Ça vous montre qu'il y a aussi un biais entre le phénotype biologique qu'on identifie et la réponse thérapeutique. D'accord ? Et ces raisons-là, chez les non-répondeurs, on n'a quand même pas beaucoup de notions aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe.
Si on regarde le deuxième biologique à notre disposition, c'est le mépolizumab. Là, vous avez une population qui est bien décrite en termes d'exacerbation. Elles sont fréquentes. Vous en avez 2 ou 3 au cours des 12 derniers mois avant l'inclusion dans l'essai. Vous avez une eosinophilie qui est de l'ordre de 300 éléments par microlitre. Et vous avez ici la réponse au mépolizumab versus placebo avec une réduction de 53% des exacerbations dans cet essai. Donc on est très au-delà de ce qu'on voyait avec l'omalizumab, même si on ne peut pas comparer les études entre elles. Mais encore une fois, 53% c'est très bien, mais ce n'est pas 100%, ce qui veut dire que malgré un phénotype biologique identique, eh bien, la réponse thérapeutique n'est pas la même. La réponse thérapeutique n'est peut-être pas la même parce qu'on a montré dans des études avec le mépolizumab qu'en fonction de l'importance de l'esophilie, la réduction des exacerbations n'était pas la même. Alors vous savez que l'AMM aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc, elle est passée à une eosinophilie de 0,15 giga par litre d'éosinophile pour prescrire le mépolizumab. Et quand vous prescrivez le mépolizumab avec ce niveau d'éosinophilie, vous avez une réduction de l'ordre de 30 à 40% des exacerbations. Si vous êtes plus exigeant, et au départ l'AMM était plutôt à 300, ou si vous êtes encore plus exigeant, au-delà de 400, vous voyez que la réduction des exacerbations approche les 60%. Donc autrement dit, plus vous avez des patients éosinophiliques, plus vous avez une prédiction de réponse au traitement, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est les patients les plus exacerbateurs. Je vous montre ça aussi, ça va un peu dans le même sens, c'est le développement clinique du mépolizumab. Et c'est un développement qui a pris beaucoup de temps, et le mépolizumab a failli s'arrêter dans son développement parce que pendant longtemps, on n'a pas été capable de montrer qu'il permettait de réduire les exacerbations de manière importante. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas assez exigeant sur le phénotype des patients. On prenait des patients qui n'étaient pas très souvent éosinophiliques, ou avec une population très peu éosinophilique. 5% des patients dans cet essai avaient plus de 3% d'éosinophiles, d'accord ? Et quand vous faites une étude avec le mépolizumab avec aussi peu d'éosinophiles, le résultat il est négatif. Et quand vous êtes beaucoup plus exigeant, par exemple dans cet essai de 2009 du New England, où vous exigez pour inclure les patients qu'ils aient au moins à 3 reprises plus de 3% d'éosinophiles dans l'expectoration, eh bien vous avez un résultat qui est très positif. Si on prend maintenant l'exemple du benralizumab avec l'étude Sirocco, vous avez ici 2 groupes de patients, des patients avec une eosinophilie à plus de 300 éléments et ici avec moins de 300 éléments d'éosinophiles. Vous voyez que en termes de réponse, on n'a pas la même chose. Avec moins de 300 éosinophiles, vous avez une réponse qui est négative ou très peu importante. Et à plus de 300 éosinophiles par microlitre, vous avez à peu près 50% de réduction d'exacerbation. Et là aussi, il y a beaucoup de patients, enfin un certain nombre de patients qui échappent au benralizumab, alors qu'a priori, ils sont dans le bon phénotype clinique et biologique. Quatrième biologique, c'est le dupilumab, l'anticorps anti-L4 récepteur. C'est les séquestres de Sanofi, avec une population qui exprime, pour entrer dans l'essai, une eosinophilie ou du phéno, mais à un niveau variable. Et dans cette étude, on vous montre que, en fait, quel que soit le niveau de NO, quel que soit le niveau d'éosinophilie, à condition que l'éosinophilie soit à plus de 150 et le NO à plus de 20 ppb, eh bien, on a une réponse positive en termes de réduction d'exacerbation, mais là aussi, c'est de l'ordre de 50% et pas mieux. Si on parle phénotype, on peut aussi parler d'un médicament que vous utilisez peut-être, qui sont les macrolides, l'azithromycine, pour ne pas le nommer. Il y a eu plusieurs essais dans la littérature qui ont discuté ce macrolide. Il y en a une seule qui est randomisée de bonne facture, elle s'appelle AMAZES. Et de manière assez intéressante, elle montre que quel que soit le phénotype biologique de ces patients, eh bien, on a une réponse en termes de réduction d'exacerbation versus placebo. Et c'est peut-être une option pour des patients pour lesquels on n'a pas accès ou que les patients ne soient pas éligibles aux biologiques disponibles. Le dernier biologique qui est disponible aujourd'hui, c'est l'anti-TSLP, le tezepelumab. La chose très innovante par rapport à ses concurrents précédents, c'est sa capacité à réduire les exacerbations de 40%
chez des patients qui n'ont pourtant pas ou très peu d'éosinophiles, à moins de 150 cellules par microlitre. Et vous voyez que chez les patients qui sont T2, on a des réponses excellentes, puisqu'à plus de 300 cellules par microlitre, on est à 70% de réduction d'exacerbation. Donc il y a probablement un progrès par rapport aux biologiques précédents, même si encore une fois on ne peut pas comparer les études entre elles, mais on a quand même une frange de patients qui est non négligeable, qui ne répond pas à l'anti-TSLP pour des raisons qui restent incertaines, alors qu'on a un phénotype qui a priori n'est pas différent des répondeurs. Ça, je vais passer. Alors la question qu'on peut se poser quand on montre des résultats avec l'anti-TSLP, c'est est-ce qu'il est utile de poursuivre le phénotypage des patients, puisqu'après tout on a un biologique qui peut répondre à la majorité des situations phénotypiques. La réponse est oui, pour plusieurs raisons. La première, je crois d'abord qu'il faut qu'on fasse notre métier de pneumologue, je crois qu'il faut qu'on connaisse nos malades, et donc faire des hémogrammes, faire du dosage de NO, connaître leur histoire allergique, c'est jamais complètement nul. Il faut aussi avoir en tête que vous avez pas mal de patients sous biologiques dans les registres internationaux qui ne sont pas contrôlés, qui font des exacerbations, surtout quand ils sont sévères. Vous voyez que vous avez 6% de patients qui continuent à être hospitalisés alors qu'ils ont un asthme sévère contrôlé sous biologique. Et puis vous avez, quand on prend des grandes séries de patients sous biologique, alors ici d'un anti-IgE, l'anti-L5, le deuxième anti-L5, le Reslizumab, ou l'anti-L5 récepteur, vous avez dans chacun de ces groupes de patients sous biologique, vous en avez les 2/3 qui sont mal contrôlés ou très mal contrôlés. Donc 1/3 de patients contrôlés, c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de travail à faire et à connaître ces groupes de patients en bleu clair ou foncé qui sont mal contrôlés alors qu'ils ont un phénotype a priori déterminé. Là, je vous ai remontré le schéma tout à l'heure pour vous montrer le positionnement des biologiques dont je vous ai parlé. Même si le résultat il n'est pas parfait, on a beaucoup de progrès grâce aux biologiques. Je ne suis pas en train de scier la branche sur laquelle je suis assise. L'omalizumab, ça rend des services très importants dans l'asthme sévère allergique. Le benralizumab, l'anti-L5 récepteur, ou le mepolizumab, le reslizumab, anti-L5, rend de grands services dans l'asthme sévère et eosinophilique. Le dupilumab rend service dans l'asthme sévère allergique et eosinophilique. Et le tezepelumab pour un beaucoup plus large panel d'asthmatiques sévères. J'ai mis les macrolides ici, j'aurais pu les mettre aussi ici. Ça peut être une option de traitement, peut-être en première ligne pour certains patients. Ça, c'est ce que nous montre le GINA, c'est ce dont on dispose comme biologique. Je ne vais pas tout vous décrire parce qu'on n'a pas forcément le temps. C'est simplement un récapitulatif des 5 biologiques disponibles, des libellés d'AMM qui sont variables d'un pays à l'autre, mais qui sont assez proches malgré tout. Donc quand vous pouvez utiliser un anti-L5, dans un grand nombre de cas, vous pouvez utiliser aussi un anti-IgE ou un anti-L4 récepteur, ou évidemment un anti-TSLP, donc on a beaucoup de recouvrement. On a ici quelques marqueurs qui vous donnent la prédiction de réponse au biologique. Là aussi, c'est très très proche d'un biologique à l'autre. Quoi qu'il en soit, quand on a un malade en face de soi, il faut prendre une décision. D'accord ? Donc il y a un moment, il faut choisir, même si le choix n'est pas toujours simple, on pourra en discuter. Et puis on se fixe surtout, c'est ça le plus important, on se fixe des objectifs thérapeutiques. Ce patient a fait 3 exacerbations au cours des 12 derniers mois, il a un ACT à 10, il est réveillé toutes les nuits, il prend 2 cures ou 3 cures de corticoïdes par an. Mon objectif, c'est de réduire d'au moins 50% les exacerbations, c'est de ne pas utiliser ou le moins possible des corticoïdes oraux et d'avoir un contrôle le plus satisfaisant possible. Je crois que tout à l'heure, on parle de rémission, donc ce sera l'étape d'après. Et puis donc, on réévalue les patients après une durée d'utilisation qui est d'au moins 6 mois du biologique. Et ça permet de savoir si on est dans les clous. Le patient, on a répondu aux objectifs, on va poursuivre le biologique, ou parfois on se laisse un peu plus de temps parce qu'on n'est pas sûr du résultat. Puis il y a des patients qui sont clairement en échec après 6 mois de traitement. Il va falloir arrêter le biologique qui ne marche pas et proposer un switch pour un autre biologique s'il est éligible. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, simplement rappeler que l'asthme est une maladie hétérogène, donc a priori avec des phénotypes assez nombreux.
Un traitement adapté, c'est quelque chose de nécessaire quand on peut le faire. Pour s'aider à le faire, eh bien, le phénotypage des patients, c'est important. C'est difficile de le faire pour tous les patients en dehors, je pense, de l'histoire clinique. Ça n'a pas non plus de répercussions thérapeutiques. Donc, mais pour l'asthmatique sévère, je pense que phénotyper de manière attentive et répétée, c'est très important. L'idée, c'est de faire des progrès dans la connaissance physiopathologique des patients et j'espère un jour avoir des connaissances endotypiques pour l'ensemble de nos patients. Se rappeler que le phénotype, c'est quelque chose de complexe, qui est mouvant, qui est soumis à la pression des traitements, au contrôle de la maladie. Qu'on a quand même un problème parce qu'on a des phénotypes assez clairs, mais des patients qui ne répondent pas toujours de la manière qu'on souhaite au biologique. Et là, il y a quand même un domaine de recherche important à poursuivre. Et puis, quel est l'avenir du phénotypage? Je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il est important, l'avenir, mais qu'on a besoin, je pense, de nouveaux outils pour être plus performants et de faire des sous-groupes de patients qui soient, on va dire, mieux adaptés aux thérapeutiques proposées. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition.